Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Paroles d'Histoire, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours en compagnie d'André Loès. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean Lopez, bonjour. Bonjour. Habitué du podcast, habitué de ce format, directeur de la rédaction de Guerre et Histoire et auteur chez Perrin d'un livre qui est sorti il y a peu de temps, d'une biographie magistrale de Heinz Guderian, le maître des Panzers, c'est le sous-titre, qui va faire date et qui nous a énormément plu à tous les deux. Je pense qu'on peut dire, André, c'est pas une grande surprise, on est tous les deux un peu des fans de Jean Lopez et on attend toujours avec impatience les nouvelles publications de cet auteur et on avait fait il y a quelques mois avec grand plaisir une émission qui était assez marrante autour de votre beau livre sur l'armée rouge. On avait un peu remanié tout ça, mais là je pense qu'on peut dire que c'est vraiment quelque chose d'assez formidable cette biographie. Vous faites rougir. Pardon ? Vous faites rougir comme l'armée du même nom. Comme la... Non mais très sérieusement, c'est à la fois très riche évidemment, mais c'est aussi un livre très éclairant et même lumineux à travers le parcours de Guderian sur cette arme qui a un peu changé le cours de l'histoire, qui est l'arme blindée allemande, les Panzers et leur utilisation pendant la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, à ce titre, personnellement, ça m'a beaucoup rappelé votre grande œuvre qui était Barbarossa en 2019, parce que c'est tout à la fois une somme et un très grand plaisir de lecture, tant c'est limpide pour quelqu'un comme moi qui voyait assez bien l'importance de cet épisode et de l'arme, évidemment, sans forcément saisir toutes les nuances, à la fois de son développement historique et de son fonctionnement concret, et voilà, pour entrer un peu dans le vif du sujet, j'aurais aimé quand même savoir ce qui vous a accroché, disons, dans la figure de Guderian, puisque c'est une biographie, et je veux dire, personnellement, j'ai toujours un peu quelques réticences face à la multiplication des bouquins et des études sur des généraux nazis. Alors parfois, ça peut être assez répétitif, en plus d'être parfois un brin douteux. Et globalement, je pense qu'on peut dire que le genre, donc la biographie de général nazi, a une place dans les bibliothèques d'histoire militaire souvent assez exorbitante. Et pourtant, Guderian, c'est autre chose. Parce que, comme vous l'indiquez, c'est quelqu'un qui à la fois a construit lui-même sa légende en écrivant ses souvenirs, et en même temps, c'est une figure dont vous indiquez qu'elle est dans le fond assez peu, ou en tout cas assez tardivement étudiée, notamment à l'Ouest. Alors voilà, qu'est-ce qui vous a retenu, qu'est-ce qui vous a accroché ? Pourquoi faire un livre sur celui-ci ? Il y a plusieurs possibilités d'explication à mon intérêt. La première sera toute personnelle, c'est que je suis le fils d'un combattant de la Seconde Guerre mondiale qui était pas très loin de Sedan sur la Somme et qui avait un jeune frère comme lui d'origine espagnole qui s'appelait Aurelio Lopez, qui a été tué devant Sedan par les hommes de Guderian. Donc dans la famille, on va dire que c'est l'homme qui a crucifié la France. C'est quelque chose qui compte. Hein, il est responsable d'un épisode terrible que notre pays a longtemps porté et dont il n'est pas mentalement, à mon avis, tout à fait sorti dans certains de ses réflexes. La deuxième raison, c'est dans la continuation de ce que j'ai pu écrire sur l'armée rouge et la guerre à l'Est. C'était bien d'aller voir de l'autre côté de la colline, regarder de très près ce Guderian qui arrive quand même à 90 km de Moscou, partout là, c'est pas lui qui arrive le plus loin, mais enfin, on va dire que c'est un des acteurs majeurs de l'opération Barbarossa. Il n'est pas le seul, contrairement à ce qu'il va faire croire, ils sont au moins 4 de son acabit. Mais enfin, c'est un élément important, je pense que ça s'inscrit assez logiquement dans ma démarche. Et le troisième élément, il est plus général, il tient à la nécessité de comprendre comment est née l'arme blindée. C'est vrai que c'est un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Il est déjà apparu dans la première, alors sans effet véritablement décisif. Et je me suis posé la question assez logique de savoir comment l'Allemagne, qui n'avait pas le droit d'avoir de chars en fonction du traité de Versailles, et qui n'en aura pas concrètement avant 1932, début 1933, comment elle a pu, en finalement 7 à 8 ans, se doter d'une arme réellement fonctionnelle, quand j'observais que de l'autre côté, les soviétiques, avec des moyens bien plus considérables et toute liberté d'action, n'ont pas été, eux, capables de mettre sur pied une arme blindée fonctionnelle avant 1943. Donc en plein milieu de la guerre, dans des affres et des souffrances impossibles. Voilà, c'est un peu les 3 lignes de force de ma réflexion.
Alors c'est intéressant parce que cette réflexion se centre sur Guderian, qui s'est lui-même présenté et qui a été présenté comme le prophète de l'arme blindée. Et on sait que chaque pays a les siens. De Gaulle a été présenté en France comme ça. La réalité est plus complexe, mais même s'il y a cru, il y a joué un rôle. Mais pour Guderian, c'est encore plus fort parce que lui, il a vraiment, en 1937, il y a ses souvenirs après la guerre, mais en 1937, il a publié un livre qui s'appelle Achtung Panzer. On ne peut pas être plus clair dans la dimension quasi publicitaire de sa démarche. Donc c'est quelqu'un qui s'est affiché, qui s'est identifié, comme peu de gens l'ont fait, à une arme. Oui, c'est vrai. Il a levé l'étendard de cette arme, il l'a défendu bec et ongle, quitte à mentir après de façon outrancière dans ses mémoires qui paraissent en 1950. Oui, ce qui est pratique, c'est que la plupart étaient morts. Des gens qui avaient imaginé les Panzers avant lui, avec lui, en même temps que lui, ils étaient tous morts, donc c'est facile effectivement de dire j'étais le grand prophète. Voilà, c'était facile de effacer de la photo comme on faisait dans l'Union soviétique stalinien. Donc il a effacé beaucoup de ses camarades et de ses collègues, mais enfin il n'en reste pas moins qu'il a mis un acharnement, une obstination et un caractère très particulier tout entier au service de cette arme, qu'il en a été probablement le plus pur représentant par ses qualités, qui doivent beaucoup à la tradition de la cavalerie, mais qui emprunte aussi à toute une modernité des années 20 et 30. Guderian, on en reparlera peut-être, ayant choisi une arme technique, c'est les transmissions, c'est un homme des transmissions. Donc c'est vrai, il a bâti sa propre légende, il a masqué un certain nombre de choses, effacer ses collègues, mais enfin on ne peut pas lui retirer ceci. Il a bâti la première division blindée, il a été le chef d'état-major de Lutz, qui était l'intellectuel de la bande, qui lui a véritablement pensé l'arme blindée, mais c'est lui qui a fait rouler ses chars, c'est lui qui leur a trouvé l'organisation interne, et surtout, quelque chose d'extrêmement important, c'est lui qui a formé un esprit de corps, une agressivité extrêmement forte, sur la base des traditions de l'armée allemande avec des éléments du nazisme, et il a en même temps été le plus exemplaire des chefs de corps blindés et d'armées blindées, puisque on lui doit, alors, non pas un rôle majeur en Pologne, c'est pas vrai, on en parlera, mais un rôle majeur en France et un rôle extrêmement important de l'Union soviétique, même si je pense, moi, qu'il a été en partie contre-productif. C'est là que c'est riche et intéressant de faire une biographie, c'est que à travers le parcours, il y a un truc, alors même s'il ne faut pas faire de téléologie, etc., mais il y a un truc dont on comprend comment l'arme blindée a été constituée, notamment par lui, telle qu'elle a été, en étudiant son parcours. Et toute la première partie est très riche, parce que d'abord, vous replongez dans ce qu'était l'armée allemande post-prussienne, en quelque sorte, ses fonctionnements, ses logiques. On repassera là peut-être de l'Auftragtaktik, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le commandement par intention, c'est-à-dire cette espèce de grande liberté, de grande autonomie donnée au chef militaire, au chef d'unité, qui évidemment va se retrouver monstrueusement dans la manière dont la Blitzkrieg, en tout cas dont les divisions blindées vont être opérées là. Mais peut-être, pour replacer aussi le personnage, il faut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas un grand aristocrate. C'est pas les grands nobles qui forment tout le haut de l'état-major de la Wehrmacht. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui est très loin de ça. Il est aristocrate adjacent, pourrait-on dire. Mais voilà, c'est quelqu'un c'est un militaire. Son père est militaire, son père finit général. Enfin, c'est un parcours d'ascension par l'armée allemande, mais qui est au fond assez représentative aussi de ces parcours-là militaires qui vont faire ce que seront les généraux de la Première puis la Seconde Guerre mondiale. Oui, il est tout à fait dans le moule. Il sort pas de l'aristocratie, c'est certain. C'est pas Manstein, ni Rundstedt, ni les Manteuffel qui illustrent l'histoire de la Prusse depuis des générations. C'est le fils d'une famille plébéienne, mais il est prussien. Ça, c'est important. C'est un homme des marches de l'Est. Il est né à Kulm, sur les bords de la Vistule, dans un milieu très profondément polonisé. Et il intègre toutes les valeurs des Allemands sur ces marches où ils sont encore minoritaires. Et notamment un certain nombre d'idées extrémistes, expansionnisme territorial, sentiment de supériorité, je ne dirais pas racial au début, mais au moins culturel. Donc c'est un homme de l'Est, c'est un protestant. C'est avant tout ce qu'il définit, c'est qu'il est militaire. Jusqu'au bout des ongles, son père, vous l'avez dit, sans être passé par l'école de guerre, a fini général, ce qui n'était pas rien pour des gens qui sont sans recommandation.
sans famille pour les appuyer et qui doivent tout à leur propre qualité. Donc son père est général, il va épouser Margaret Gurney qui est la fille d'un médecin général, son frère est également passe par l'école des cadets, donc en fait il n'y a eu aucun débat pour lui, sa carrière c'est l'armée. Et là où c'est intéressant dans cette continuité, c'est que, et en cohérence avec le parcours du père, il y a cette importance des chasseurs d'abord, de cette unité très particulière, enfin, qui n'est pas unique, mais que sont les chasseurs, qui est une unité qui va choisir, parce que son père est général dans un régiment de chasseurs. Et alors expliquez-nous peut-être, que sont ces chasseurs et qu'est-ce que ça lui donne comme angle, disons, un peu particulier dans sa manière de concevoir l'action militaire? Alors les chasseurs, donc les Jäger en allemand, ne sont effectivement pas une spécificité germanique. On a dans absolument toutes les armées. C'est cette idée qui naît dans les Balkans au XVIIe et qui s'épanouit un peu dans toute l'Europe au XVIIIe, d'utiliser les qualités naturelles ou acquises des populations qui vivent en milieu forestier ou en milieu marécageux et qui ont l'habitude de se servir d'un fusil et qui tirent non pas au jugé comme on fait à la guerre, mais qui tirent en visant, qui sont des hommes qui ont l'habitude de se déplacer silencieusement par leurs propres moyens, qui accordent une importance majeure au terrain et qui savent s'orienter et prendre des initiatives. On va dire en gros des chasseurs, des gens qui aiment la chasse, un milieu de chasseurs. Donc l'idée d'ailleurs, tu vois, chasseur, Jäger, chasseur, des deux côtés. Ces unités sont levées pour pratiquer une guerre que l'on connaît aussi depuis très longtemps, qui a été notamment théorisée par les Français, qui est la petite guerre, qui est la guerre d'embuscade, la guerre de coups, la guerre en enfants perdus, disait-on autrefois, de petits groupes d'hommes qui sont menés par un officier qui est souvent très proche des hommes. Les distances hiérarchiques sont moindres, forcément, et qui agissent de façon isolée, qui comptent sur la vitesse, sur la surprise, la vitesse de déplacement, la surprise, l'art de masquer ses intentions. Donc ça nous forme un ensemble très très particulier. Alors, ça, on le retrouve partout. En France, c'est les mêmes. Là où c'est intéressant en Allemagne, c'est que ça rencontre une discussion de fond des années 1870 que vous avez évoquée, sur laquelle on n'insiste jamais trop assez. C'est la réflexion sur le degré de liberté que l'on doit accorder à un chef militaire, qui aura d'ailleurs un certain nombre d'implications, même dans le monde de l'entreprise un peu plus tard, en Allemagne y compris. C'est qu'est-ce qu'on attend de ses subordonnés? Est-ce qu'on attend une obéissance aveugle, ce qui suppose de leur donner des ordres longs comme le bras, ou qu'il doit suivre de façon rigoureuse, ou est-ce qu'on attend de lui qu'il fasse en permanence, qu'il soit capable d'autonomie, d'invention, pour faire face à ce qui est l'essence même de la guerre, tel que Clausewitz la voit, c'est l'inattendu. L'inattendu suppose que vous ne vous raccrochiez pas à vos ordres de façon passive, mais que vous inventiez à partir du moment où vous connaissez l'intention de vos supérieurs. Donc ce commandement orienté mission est une caractéristique de l'armée allemande. Il y a tout un débat, ça ne s'est pas imposé facilement, et d'ailleurs ça ne s'est jamais imposé totalement. Les travaux de l'historien Marco Sig montrent que la Auftragstaktik tient en partie un peu du mythe. Ça a été un peu survendu, on va dire. Mais enfin, ce qui différencie un officier allemand d'un officier français, d'un officier britannique et encore plus d'un officier soviétique, c'est sa capacité dans des situations extrêmement difficiles à trouver par lui-même des solutions. Totalement contraire par ailleurs au gros cliché, vous l'indiquez dans le livre, sur le militarisme prussien, etc. Ah oui, ça c'est un contresens absolu. Et d'ailleurs c'est contemporain d'un certain nombre de recherches sur la pédagogie dans l'Allemagne de l'époque, qui accordent également à l'enfant beaucoup plus d'autonomie que ce qu'on avait à l'époque dans nos écoles de la Troisième République. La Prusse, on le sait maintenant depuis 50 ans, la Prusse n'est pas à l'image de ce qu'on en a fait en France après 1870. C'est pas une immense caserne. Même si l'armée tient le haut du pavé et donne le là en matière de valeur. On a quelqu'un qui a 26 ans et qui est donc un militaire de carrière au moment où la Grande Guerre se déclenche. Il fait une Grande Guerre que vous décrivez comme plutôt à l'abri. Il a choisi une arme, les transmissions très importantes, mais qui ne le met pas au contact direct du commandement et du feu. Et puis, c'est aussi une Grande Guerre au cours de laquelle l'Allemagne se désintéresse des chars et lui-même, on ne peut pas dire qu'il ait une passion très précoce. Donc, il y a un paradoxe à voir celui qui se présentera comme le prophète des chars à être finalement loin de ses réalités, aussi bien conceptuellement que concrètement, initialement.
Oui. Donc effectivement sa carrière, donc il est d'abord chasseur, il est lieutenant de chasseur, puis il choisit un stage aux transmissions sur le conseil de son père, et il se trouve aux transmissions au moment où la guerre éclate. Donc sa feuille de mobilisation lui prescrit de rejoindre une batterie de transmission dans laquelle il est le chef, il est sous-lieutenant à l'époque. Mais très vite, les transmissions, c'est-à-dire l'art de passer les messages et d'écouter ceux des autres, va le faire basculer dans un monde connexe, c'est celui du renseignement. Et en fait, les 2 tiers de la guerre de 14, il est passe dans le renseignement, il est incé dans les par tous les états-majors où il va passer, donc il est assez loin de la ligne de feu, ça c'est incontestable. Donc il est officier technique, il est loin du feu, ce qui le met à l'abri, ce qui évite de mourir précocement, il n'est pas blessé, ce qui est rarissime parmi les futurs généraux de la Wehrmacht, et effectivement, il entend parler des blindés, un peu comme tous les officiers allemands, d'abord de façon un peu distraite, parce que les attaques de blindés des Alliés, les premières, ça donne rien, hein. C'est même assez lamentable, que ce soit sur la Somme en 16, il faudra attendre Cambrai en novembre 17 pour que là, on commence à réaliser en Allemagne que quelque chose est en train de se passer. Et c'est fascinant parce que vous indiquez qu'il y a tout à fait moyen de ne pas comprendre à cette époque-là. Parce qu'effectivement, les offensives de blindés, généralement l'infanterie allemande récupère le terrain derrière, donc il y a tout à fait moyen de voir cette chose-là et de se dire en fait ça sert à rien, ça avance mais ça recule après. Et c'est un peu dans ce mouvement-là qu'il est. C'est même presque un débat philosophique, puisqu'on oppose une espèce de matérialisme des puissances occidentales capitalistes aux valeurs profondément humaines et héroïques du monde germanique, qui est un monde différent de ce monde de l'Ouest. Hein. C'est quelque chose qui va être développé par les nazis, on sait, cette espèce d'héroïsme. Donc au début, il y a même, vous avez des textes absolument hallucinants, même d'après-guerre, de Ludendorff, qui dit mais les chars, c'est une arme de terreur, une arme psychologique. C'est quelque chose qui fait peur. Avec des nerfs, mit Nerven, avec des nerfs, on peut être capable de grimper sur un char et de le démolir. Mais en fait, ça, c'est aussi un peu caricatural. C'est les débats du comité d'enquête du Reichstag d'après-guerre qui donnent cette image. En réalité, Ludendorff a eu de fer au feu. Il a eu ce discours parce que il fallait bien dire quelque chose aux soldats qui étaient face à ces monstres, mais en même temps, c'est lui qui a impulsé le développement des premiers panzers allemands. Sauf que c'est un fiasco industriel. Un fiasco industriel parce que personne ne leur Ludendorff n'a pas suivi son impulsion, et puis il n'y a pas eu de priorité accordée. L'Allemagne avait, on va dire, beaucoup de chats à fouetter à l'époque. Donc on finit la guerre, il n'y a pas de panzer, ou très peu. Guderian les a vus de loin. Oui, certainement, il a vu les AV7, c'est certainement, notamment à Sedan, mais ça l'intéresse pas plus que ça. Il n'y a pas du tout de consensus sur l'idée que c'est ça qui a gagné la guerre pour les Alliés. Pas du tout. Ce qui a gagné la guerre pour les Alliés, c'est le coup de poignard dans le dos, c'est le nombre d'hommes supérieurs, c'est la guerre sur deux fronts. C'est la surpuissance logistique. Voilà, on n'a pas conscience qu'il y a une clé de la mobilité qui a été retrouvée avec ça, ou en tout cas, peu de gens en ont conscience. Peu de gens en ont conscience, et lui, il n'en a pas conscience. Il n'en prendra conscience uniquement à partir de la fin des années 20, et il ne l'écrira qu'en 1936. C'est qu'en 1936 qu'il dira « l'arme blindée a été décisive ». Mais à ce moment-là, c'est pas vrai. Parce que l'arme blindée alliée n'a pas été décisive. Ça a été un facteur de la victoire, mais c'est pas ça qui est décisive. Hein, c'est bien autre chose qui décide de la victoire dans la Grande Guerre. Mais en 1936, il le dit parce qu'à ce moment-là, ça portait de l'eau à son moulin. Hein, il faut imiter les Alliés. Si dans la prochaine guerre, on veut une arme décisive, il faut aller chercher dans les panzers. Bref, en 18, c'est pas M. Panzer. En 1920 non plus, pas plus, c'est pas M. Panzer. Alors c'est intéressant. Alors, on peut dire, il y a un épisode fascinant sur lequel on va faire un épisode séparé qu'on diffusera dans quelques semaines sur son aventure au bord de la Baltique à la toute fin de la guerre, qui est un moment assez marrant, enfin pas marrant d'ailleurs, mais assez particulier. Mais si on se replace sur son parcours biographique après cette parenthèse, il y a quand même cette situation qui est la situation d'un jeune officier prometteur qui était admis à l'école de guerre, dernière promo avant la Première Guerre mondiale, et il n'en sortira plus pendant plus de 20 ans des promos de l'école de guerre, et qui se retrouve dans cette armée allemande croupion, qui est limitée numériquement, et où il faut essayer de se trouver... déjà, il faut essayer d'en rester, les effectifs réduisent, et même pour un officier, c'est pas forcément évident. Et ensuite, il faut se trouver un petit trou, et un peu faire sa place, et c'est là progressivement qu'il va se tourner de plus en plus vers l'arme blindée. C'est pas lui qui trouve son petit trou, c'est on lui impose, ce sont ses chefs qui lui disent voilà, vous êtes affecté à un régiment du train motorisé.
un bataillon de trains motorisés à Munich. C'est le tournant, mais en 21-22. Il n'a pas demandé, et d'ailleurs, il n'en veut pas, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve dans des garages, à surveiller des gars qui font la vidange des véhicules, à apprendre des choses sur les moteurs à combustion, à établir un plan de marche d'une colonne. Il fait le mécano, en quelque sorte. Et ça le dégoûte profondément. Il demande même à retourner chez les chasseurs. Ce que ses supérieurs lui interdisent. Il reconnaîtra plus tard qu'ils ont eu raison. Donc même au début, lorsqu'il se retrouve dans le monde de la mécanique, les mains dans le cambouis, pas question de combat, il est question que de transport motorisé. Il est un officier de transport motorisé. Il a du mal à s'y faire. Il est profondément frustré. Et très vite, et très naturellement, à partir de 27-28, il commence à s'intéresser à un problème qui est dans toutes les têtes et dans toutes les armées du monde à l'époque, qui est celui du passage de la motorisation à la mécanisation. Si vous me permettez que j'en dise un petit mot, parce que c'est quand même un truc important. Donc la motorisation, c'est tout simplement le fait de remplacer la traction humaine ou animale, donc les muscles biologiques, par un moteur à essence ou à gazole. Avoir des camions ou des voitures. Des camions à la place de charrettes, par exemple, des camions, des voitures. Ça, c'est motorisé. Vous accrochez un canon derrière un camion, plutôt que derrière des chevaux, vous avez motorisé votre canon. Mais on est bien d'accord que ces camions, ils sont pas faits pour combattre. Ils sont pas blindés, ils sont incapables de négocier les terrains difficiles. Il leur faut des routes, donc à un moment donné, ils déchargent tout le monde, et puis on continue à faire le combat comme avant. Le fantassin, il va à pied, l'artilleur, il a des chevaux de trait pour pouvoir négocier les terrains difficiles. La mécanisation du combat est tout à fait autre chose. La mécanisation du combat, qui est une réflexion qui est entamée par les Britanniques et par les Français. Les Allemands s'y mettront plus tard, mais aussi par les Soviétiques également dans les années 20, consiste à remplacer l'homme par la machine sur le champ de bataille. Les drones sont un exemple, si vous voulez, de mécanisation, électronisation du champ de bataille. Mais à l'époque, la mécanisation du combat, c'est simplement cette idée que le fantassin ne doit plus marcher à pied sur le champ de bataille, exposé à toutes les avanies. Il doit circuler et utiliser des armes qui sont entièrement protégées et qui sont tout-terrain. En fait, tout ce qui est mécanisé, c'est ce qu'il y a des chenilles, où on a un volume blindé, avec des gens à l'intérieur qui servent des armes. Ça, c'est la mécanisation du combat. On voit bien le lien tout de suite avec les divisions Panzer. C'est une forme de combat mécanisé. Alors, Français et Anglais le développent pendant la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Les Français mettent des canons sur des affûts de tracteurs. C'est très différent du fait d'accrocher derrière un camion, parce que le camion, lui, il va pas partout, alors que ces tracteurs français, ils vont partout. Donc, on mécanise le combat. Et Guderian s'intéresse de très près à tout ce qui se fait en France et surtout en Grande-Bretagne. Il parle couramment français. Il parle, et en tout cas, il lit très bien l'anglais. Et il se trouve qu'à cette époque-là, vieille tradition prussienne, le nombre de journaux professionnels, je n'ai pu les consulter, j'ai passé des journées entières à la contemporaine à Nanterre dans le Militaire Wochenblatt. J'en ai lu également d'autres. C'est d'une richesse extrême. Et il y a toujours au moins 2 pages qui sont consacrées aux nouvelles de l'étranger. Donc là, cette armée qui n'a pas les moyens d'avoir des blindés, elle a en tout cas qui n'a pas non plus d'attachés militaires interdits par le traité de Versailles. Donc elle ne peut pas savoir ce qui se passe à l'étranger. Donc ce sont les journalistes professionnels qui font le boulot. Et à travers ces revues, petit à petit, Guderian va se faire une culture purement théorique. Ça va prendre du temps. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de l'homme Guderian, ce capitaine qui, dans les années 1920, continue à gravir des échelons dans cette armée ultra réduite avec très peu d'officiers post-traité de Versailles? L'armée est forcément très limitée et pourtant, il est jugé assez tôt indispensable et on a une impression très contradictoire en vous lisant, même si on a des courriers notamment à son épouse où il s'épanche, il dit c'est injuste, on ne comprend pas, on m'affecte là, je voudrais être là, etc. On arrive un peu à accéder à ses sentiments et ce qu'il ressent. On a une impression assez contradictoire de quelqu'un qui à la fois peut être odieux avec une très haute opinion de lui-même et en même temps qui arrive à nouer des alliances assez solides pour être protégé au bon moment, parfois même sauvé au moment où il fait d'énormes conneries et il est sur le point de torpiller sa carrière à plusieurs reprises. Puis il y a toujours un peu une main bienveillante qui va venir le chercher. Donc on a quelqu'un qui est difficile à vivre, mais qui
peut-être déjà apparaît prometteur, voire incontournable par son caractère? Oui, c'est une sorte de bulldozer qui se fait énormément d'ennemis, qui est d'une injustice folle, qui ne voit qui suit une idée maîtresse. Des officiers supérieurs plus âgés d'une vingtaine d'années, comme le général Lutz, le repère, on perçoit que ce type est un démon, qu'il a une énergie absolument folle, il travaille énormément, il a un excellent contact avec les hommes, il connaît vraiment les affaires de boulon, donc c'est le type dont on se dit, mais voilà, dans l'armée de l'avenir, on a besoin de lui. Il a donné des gages politiquement, on ne parlera pas du Balticum, mais il a donné des gages. On sait il est anti-bolchevique, il a ça chevillé au corps, comme 95% des cadres de l'armée allemande, évidemment. Oui, il est anti-bolchevique, il est issu d'un monde extrêmement réactionnaire, il déteste la démocratie, Weimar, donc il donne il coche à peu près toutes les cases, et puis il y a effectivement cette énergie un peu folle. Il y a des lettres de Lutz où il dit il me donne le tournis, ce gars-là. Hein, il est sans arrêt en mouvement, et puis il sera manœuvrier sur le terrain, mais avec les hommes où ça passe ou ça casse. Il peut être extrêmement dur, parfois voire insultant. Il va se mettre à dos. Il a des inimitiés qui vont jusqu'au duel, jusqu'à la demande de duel. Hein, notamment pour la Seconde Guerre mondiale avec von Kluge, avec Beck. Il est vraiment extrêmement, il est difficile à gérer. Mais toujours, il est repéré comme par son allant. Et l'allant pour les militaires, c'est une vertu cardinale. C'est un homme qui entraîne, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Il ne prend pas de gants, il y a beaucoup de casse, il laisse beaucoup de gens sur le bord de la route. Mais enfin, bon, c'est quand même un élément d'avenir et il faut le protéger. Et il trouvera toujours quelqu'un pour le protéger. Toujours. Mais alors, c'est intéressant parce que quand on le lit, quand on le lit à travers vous, on voit qu'il a un sentiment absolument constant de citadelle assiégée. C'est tout le monde veut l'avoir, tout le monde veut sa peau, mais ça sera jusqu'à la fin. Tout le monde lui met des bâtons dans les roues alors que lui, il a tout pigé, etc. C'est impossible. Et en même temps, il fait sa carrière, effectivement. Il efface tous les autres. C'est-à-dire, il les oublie, on en a un peu parlé, mais dans ses souvenirs, c'est très net. Et même sur le moment, en fait, il fait comme s'il était le seul à avoir tout compris. Mais bon, c'est quand même ce moment là, il y a quand même quelques années, disons entre 28 et 38, où en fait tout se passe. Alors certes, dans la foulée des Britanniques et des Français, notamment il y a des grands exercices britanniques à Salisbury en 27 qui sont un moment important pour prouver que c'est fondamental, les divisions blindées, enfin pas forcément la division, mais en tout cas que la brigade blindée, ça marche, et c'est là que c'est important et qu'il faut faire le lien avec son parcours, c'est que ça marche par les transmissions. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est à cette époque-là, c'est pas de se dire est-ce que ça marche un char qui tire beaucoup et qui est bien protégé. On se doute. La question, c'est est-ce qu'on peut faire manœuvrer des grandes masses de chars et que ça, son expérience de transmetteur, en plus, où il a vu le plan Schlieffen en 14 se dérouler et où, bon, visiblement, ça a un peu planté parce que les transmissions, il y avait un problème. Ils sont désastreux, les transitions allemandes. C'est très loin de celles des Français, par exemple. Et donc là, c'est l'enjeu. Et c'est l'enjeu, en tout cas, c'est lui qui va l'intégrer, c'est lui qui va assez largement le mettre en place dans ces nouvelles formations, ce pari qui sont de faire des formations de très grande ampleur de blindés, qui doivent donc pouvoir communiquer, qui doivent pouvoir manœuvrer ensemble, et ça va arriver vers son grand œuvre, pour lequel il se battra un peu toute sa vie, parce que même jusqu'à la fin, il y aura des gens qui trouveront que c'est un peu problématique, c'est la division Panzer. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces divisions Panzer dont il finit par accoucher avec Lutz au-dessus de lui? Alors, son empreinte, c'est d'avoir accolé trois éléments. Le premier, c'est d'avoir compris que la division Panzer, c'est un noyau de chars, mais qui sont servis par toutes les armes, ce qu'on appelle le combat interarmes. C'est-à-dire qu'ils sont servis par des fantassins qui doivent se déplacer de façon mécanisée sur des half-tracks sur le champ de bataille. Ils sont là pour protéger les panzers les protègent. Il y a une artillerie blindée qui suit. Il y a des éléments de reconnaissance blindés. Il y a du génie d'attaque blindé.
qui démolissent les routes, qui font sauter les bunkers, qui préparent le terrain aux chars. Tout le monde est au service des chars, mais sans arrêt, c'est un dialogue. Pour qu'il y ait dialogue, il faut évidemment qu'il y ait une grille de transmission qui soit fonctionnelle. Évidemment, Guderian, là, il a une longueur d'avance sur tout le monde, parce que c'est vraiment des questions qu'il suit très fort. À l'époque, l'Allemagne, je ne parle pas des États-Unis, qui sont probablement encore un pas devant, qu'ils me prouveront pendant la Seconde Guerre mondiale, mais l'Allemagne, avec des maisons comme Telefunken ou AEG, quand même Hertz est un Allemand, les Allemands développent un certain nombre de moyens qui permettent à des véhicules en mouvement d'échanger par la voie. Ce qui révolutionne complètement. Alors, ça va dépendre des conditions météo, du degré d'humidité de l'air. Au début, tout ça est un peu bancal. Mais enfin, il suit ça. Donc, il a compris qu'il faut un ensemble interarmes, entièrement innervé par un système de transmission. Et là-dedans, il veut des hommes d'élite. Ça le caractérise. On est volontaire pour les Panzers. Il y a une sélection féroce. D'ailleurs, il y a tout un plan de marketing par l'image pour en faire quelque chose d'excitant. C'est lui qui dessine les tenues il les met tout en noir, avec la tête de mort, appelle les hussards de la mort de l'Empire de Hohenzollern. Il fait tout pour les rendre attractifs, ce qui aujourd'hui pourrait nous paraître répulsif. Enfin, pour la jeunesse allemande de l'époque, c'est quelque chose d'assez fascinant que ces hommes centaures. Donc il vend son arme, il attire les meilleurs, les plus motivés, il attire énormément de bacheliers, par exemple, comme sous-officiers. Dans cette arme blindée, ils sont surreprésentés. Donc une arme d'élite dont il faut répéter qu'il faut la forger de toutes pièces. De toutes pièces. C'est-à-dire il faut récupérer au plan industriel. Au plan industriel, mais aussi au plan des hommes, parce qu'il y a toute cette galère de récupérer les cavaliers, c'est-à-dire cette arme qui est la cavalerie dont personne ne sait où elle va, si elle sert encore à quelque chose, etc. Faut les récupérer, mais sans que les cavaliers fassent du mauvais esprit, qu'ils aient quand même une adhésion avec ce que ça va être cette nouvelle cavalerie. Il faut avoir des techniciens, il faut forger. Oui, c'est une arme absolument nouvelle, donc il va au fond, c'est le mécano avec l'esprit du cavalier. Ces mécaniciens, ces chauffeurs, il va les chercher dans le corps national socialiste des chauffeurs, le NSKK, donc il est très très bien avec le patron SA du NSKK, c'est un homme qui est proche de lui. Il va faire rentrer beaucoup de... Plus de 50% des hommes sont d'anciens cavaliers, parce qu'il sait ce que c'est comme arme. C'est quand même l'arme des grandes exploitations dans la profondeur, depuis toujours. Rappelez-vous les charges de Murat, et surtout les grands raids de Murat, par exemple, pendant la campagne de Prusse, en 1806, puis en 1807, devant Eylau. C'est une arme qui a l'habitude de marcher loin, seule, de façon autonome. Il faut préserver cet esprit. Alors, certes, on va casser les divisions de cavalerie, mais il récupère ce monde. Il va en récupérer d'un peu partout, il va prendre des policiers aussi. L'Allemagne manque cruellement de... Mais il arrive avec ça, avec une espèce d'obsession de l'entraînement. C'est un malade. C'est le genre de type, à 3h du matin, tout le monde debout, il est là, impeccable. Il n'y a pas un murmure dans les rangs, et on passe une journée éreintante à faire des manœuvres. Il insiste sans arrêt, il laisse jamais ses bons hommes en paix. Ce sera d'ailleurs une des raisons du succès en 40. Et j'ajouterai un troisième élément, donc après le combat interarmes, les transmissions et la formation d'un corps d'élite, c'est que là-dessus, il récupère tout le corpus de ce qui a toujours fait, enfin tout au moins depuis Moltke l'Ancien, la supériorité des Allemands en termes opérationnels. Il y a tout un corpus de connaissances, de dictons qui sont pas bien formalisés d'ailleurs, qui sont presque du contact oral qui se passe entre générations d'officiers, où on sait ce que c'est que de faire un plan d'opération. On fait très attention à des choses de base comme l'économie des forces, comme la concentration nécessaire en un point unique où on doit avoir une supériorité écrasante, tout ça, l'offre tactique, le fait qu'on délègue au maximum, on doit donner des ordres très brefs, rendus encore plus brefs d'ailleurs par la nécessité de la phonie, parce qu'on n'est pas sûr de la qualité de la transmission. Bref, il fait un amalgame entre l'ancien et le nouveau. Ça, c'est lui, on ne peut pas lui enlever, et c'est ce qui fait qu'il restera dans l'histoire militaire.
C'est lui, à un moment où l'armée allemande est devenue l'armée nazie, à partir de 1933. Et du coup, il y a une rencontre qui se fait entre cet outil militaire qu'il crée et auquel il donne sa cohérence, et puis les besoins à la fois militaires en termes de planification d'offensive à venir, et puis aussi les besoins en termes idéologiques d'une arme de la modernité exprimant la force, l'agressivité, la modernité du nazisme. Et là, la rencontre se fait très bien. Et elle se fait très bien aussi au plan personnel, avec Hitler, dont il devient très vite un chouchou. Oui, ça va se développer. Il a une relation. Alors, de toute façon, il est certain que, on le sait par les lettres de Margaret, l'arrivée d'Hitler est quand même une divine surprise. C'est l'homme qui coche toutes les cases de ce qu'un officier resté, profondément réactionnaire et resté fixé sur en gros, les idéaux pan-germanistes qu'il n'a jamais renié. Il peut rêver. Hein. On ne peut pas reprendre là tout ce que le nazisme promet et tient, mais bon, c'est la reconstitution d'une armée de métier, c'est la priorité donnée à la défense, c'est la destruction des chaînes de Versailles, la remilitarisation de la Rhénanie, c'est la mise au pas du mouvement ouvrier, mais en même temps une certaine forme d'intégration, parce que curieusement, dès avant la guerre, j'ai trouvé 3 lettres à Margaret où il plaide pour la nécessaire intégration de la classe ouvrière. À un moment donné, il dit ce qu'il y a de mieux en Allemagne, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Si elles pouvaient se rencontrer, ce serait génial. Il n'est pas le seul à le dire, parce qu'à l'époque, le jeune Joseph Goebbels, il dit exactement la même chose. Ouais, cette espèce de choses un peu curieuses. Finalement, c'est le monde bourgeois qui vomisse tous, quoi. Et donc, cette rencontre avec le nazisme, elle se fait tout de suite. Hitler le fascine. Alors, sa femme encore plus, c'est son idole, son héros. Mais lui, visiblement, il est complètement sous le charme. Il se demande toujours si le Führer est au courant des prétendus croche-pieds que lui font des gens comme Beck. Il y a une espèce de démarche paranoïaque. Ah, si le Führer savait. En fait, en réalité, il faut quand même se rendre compte que en 33, 34, 35, 36 et jusque dans la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même qu'un petit bonhomme dans l'organisme allemand. C'est pas Hitler, c'est qu'il existe, il le rencontre, il le trouve certainement très intéressant, mais il ne donne pas priorité à son arme. Oui, sachant qu'en plus, la Luftwaffe est initialement quand même un peu le moteur absolu, avec Göring, avec l'idée que c'est vraiment l'arme de la modernité et l'arme nazie par excellence. Donc le Panzer s'impose, mais s'impose dans un second temps. Difficile, c'est pas tout de suite. Hein. Au début, il a que des rogatons. Hein. Et surtout, parce qu'il faut préciser que ça, le truc difficile à rappeler, c'est que les Panzers, ils sont tout pourris à l'époque. C'est quand même ça l'élément essentiel qui est encore plus fascinant sur la campagne de France, dont on va reparler. Que certes, il y a en fait ce que fait Guderian, c'est-à-dire les transmissions, l'entraînement, l'efficacité, l'intégration interarmes, etc. Tout le concept n'est pas le matos. Mais le matos, c'est de la tôle toute petite, des canons tout pourris aussi, alors qu'en face, il y a les Renault, des monstres, qui sont énormes, qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus résistants, beaucoup plus au point, mais où il leur manque un truc. Aveugles et sourds. Voilà, aveugles et sourds. Mais c'est pareil, moins bien organisé, vous le racontez brillamment, mais Guderian, c'est le mec qui dit « Bon, voilà, le chef de char, il va arrêter de recharger le canon. » Parce que, du coup, il peut faire autre chose, il peut regarder autour de lui. Il gère le champ de bataille. Alors que les Français, non. Ça fait un mec de moins, tant mieux. Ça se voit dans la structure même des chars. Hein. Les chars allemands ont toujours des tourelles très vastes pour accommoder 3 hommes. Les Français, c'est un homme. Mais parce qu'on a privilégié la solidité, la capacité d'encaisse, donc on a des tourelles moulées en un seul bloc qui sont indestructibles. Hein. Vraiment, c'est le truc, le rêve du cuirassier. Les Allemands vont être très contents quand ils vont les récupérer après. Hein. Un homme qui fait tout. Et donc, ce sont des chars qui sont bien plus résistants, mais qui sont souvent seuls au combat et qui tirent 3 fois moins, qui ont un mal fou à acquérir des cibles. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a tout un débat avec Fromm, hein, qui s'occupe de la partie industrielle des armements, et avec Beck, qui est chef d'état-major général et qui gère la montée en puissance de l'armée allemande, et Guderian. Et Guderian dit, mais moi, vos chars sont pourris, le 1 et le 2, là, le Panzer 1, le Panzer 2, mais j'en veux beaucoup. Alors les autres ne comprennent pas. Ils disent, mais attendez, les ingénieurs aussi les ingénieurs allemands sont, enfin attendez, vous dites vous-même que face à face avec des chars français, ils ne tiendront pas la route. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de former un esprit d'armes. Et vous verrez que même avec ces mauvais chars, mais mis dans un système performant, tout ça va fonctionner. Et c'est ça son pari. Et là, on ne peut pas quand même ne pas lui reconnaître une largeur de vue, une profondeur de vue
très intéressante. Il y a pas, il allie toujours la technique avec la tactique et avec l'esprit des hommes, donc l'esprit de corps. Alors là, on va arriver au début de la Seconde Guerre mondiale, alors qui va être une succession de grandes... Alors bon, la Tchécoslovaquie, la Pologne, bon, si, il a des rôles quand même là-dedans, mais oui. le triomphe, c'est évidemment la campagne de France et le coup de faux, enfin ce que vous appelez le coup de faux, mais qui est ce mouvement où l'armée allemande et notamment les divisions Panzer coupent en deux tout le dispositif allié entre les Flandres et la France. Et là, ce qu'on voit, c'est ce démon, quoi. Ce type qui veut pas s'arrêter, qui veut jamais s'arrêter, qui écoute rien. Et ce qui est captivant, parce que, je veux dire, tout ça tout le monde le savait que c'était une mauvaise idée d'attaquer la France et les Alliés, et qu'ils avaient potentiellement des moyens bien supérieurs, etc. Et il faut une espèce d'inconscience, comme celle de Guderian, qui fonce tout le temps. Au service d'un plan fabuleux quand même, qu'il a été un des premiers à reconnaître comme tel, c'est le plan Manstein. C'est Manstein qui a l'idée du plan, c'est lui qui en précise déjà les linéaments. Manstein est le concepteur. Hitler est l'homme qui donne l'impulsion politique, c'est lui qui va l'imposer à des généraux qui sont réticents, mais qui vont se rallier. Finalement, en mai, tout le monde est à peu près convaincu qu'il y a des chances que ça marche. En tout cas, que si ça marche, ce sera comme ça. Ouais. Et Guderian, qui lui est le metteur qui dirige l'orchestre. Enfin, et qui dit oui, les chars peuvent bien passer par les Ardennes, ça va marcher. Oui. Et il faut bien comprendre que il y a dans le nazisme, parce que là, au fond, c'est finalement toute l'aventure du nazisme qui est en germe, il y a cette idée que l'Allemagne, dans une situation de telle faiblesse, il faut quand même se rappeler de ça, de telle faiblesse dans les années 30, la France, l'Angleterre, l'arsenal américain derrière, mais c'est toute la richesse, tout le pouvoir du monde occidental, toutes ces capacités de mobilisation. L'Allemagne l'a vu en 14-18, c'est encore bien pire en 1939. On ne peut s'en sortir que si on joue de ce que l'Allemagne, de ce que Frédéric de Prusse a toujours montré, c'est que même à 1 contre 4, avec le maximum d'audace, avec les meilleurs plans, on s'en sortira. Parce que ces gens sont tous persuadés qu'ils sont quand même d'une essence supérieure. On le voit, il y a un grand... Pas vis-à-vis des Français, il y a beaucoup de condescendance en 40. Il faut dire que c'est tellement pitoyable la prestation. Mais d'ailleurs, Guderian est le premier surpris. Il parle de miracle quand on lui dit que les Panzers en 6 heures ont traversé la Meuse à Flouin, dans un faubourg de Sedan. Il a du mal à le croire. Pourtant, il n'a pas arrêté de dire c'est possible. Mais quand ça se produit, c'est tellement miraculeux que... Bon. Donc il n'est pas seul. Encore une fois, il n'est pas seul. C'est ce que j'essaye de montrer sans arrêt dans le bouquin, c'est que derrière lui, même un type comme Halder, qui est chef d'état-major de l'armée de terre, qui est opposé à ce plan au départ, finit par se rallier et par le comprendre aussi bien que tous les autres. Et tout le monde va dans le même sens. C'est une divine surprise pour les Allemands, mais il a été véritablement activement cherché. Ils ont utilisé l'hiver 39-40, à la différence de l'armée française, à réentraîner leurs troupes qui étaient pourtant victorieuses en Pologne. La pente naturelle d'une armée, c'est que quand on est victorieux, on reprend les mêmes et on refait la même chose, on ne se remet pas en question. Eux se sont mis profondément en question, alors que les Français, pendant l'hiver 39-40, n'ont pratiquement rien fait et ont laissé pourrir leur outil. Il y a là deux visions... On ne subit pas, on essaye de provoquer l'événement côté allemand. C'est une maxime gaulienne. On l'a un petit peu évoqué déjà, mais comment il commande lorsqu'il est au combat en France en mai-juin 1940 ? C'est quoi son style ? C'est quelqu'un qui incarne aussi personnellement cette dimension du commandement par l'avant et puis de porter le plus loin possible l'offensive, y compris jusqu'à être au plus près des groupes de combat. Au fond, il reprend ça de la cavalerie. Murat, il est devant. Seydlitz, qui est le grand modèle, le grand cavalier de Frédéric II, l'homme qui décide de la victoire de Rosbach, par exemple, sur les franco-impériaux, c'est son modèle. C'est l'homme qui va jusqu'à désobéir parce qu'il sait qu'il va quand même dans le bon sens. Il va dans le sens que veut le roi Frédéric. Seydlitz, il prend l'initiative à Rosbach, a jamais dû prendre, mais il la prend.
Il va plusieurs fois refaire le coup. C'est incroyable, cette tradition d'indiscipline valorisée dans l'armée allemande. À partir du moment où vous pensez que vous êtes dans le droit fil de la pensée de fond, du trait fondamental de la pensée de votre supérieur, vous vous croyez autorisé à aller à prendre toutes les initiatives, y compris à faire semblant de ne pas entendre un contre-ordre. Et il a fait que ça pendant la campagne de France. Plusieurs fois, son chef, ce Kleist, est obligé de le rappeler aux ordres, de dire vous allez trop loin, vous allez trop vite. Il fait semblant d'entendre, il fait semblant qu'il y a une mauvaise réception. À un moment donné, il désobéit et il démissionne. Oui, ça on peut dire. En plein milieu de la campagne. En plein triomphe, il démissionne. Mais même physiquement. Alors vous dites, il y a ce mythe de Guderian sur son half-track, donc son engin blindé, un peu blindé, oui, avec des énormes antennes derrière. Ouais. Mais en vous lisant, je me suis dit, où est-ce qu'il est ? Parce que où est-ce qu'il est physiquement ? C'est-à-dire, est-ce qu'il risque le feu ? Oui. Parce qu'en même temps, c'est un miracle. En permanence, il a des idées très précises sur ce que valent les modèles de chars. Les uns par rapport aux autres, ce sera vrai notamment avec les soviétiques après au moment de Barbarossa. Et du coup, je me dis, forcément, il doit voir qui prend, qui encaisse pas les vertus des canons. Mais c'est difficile de penser qu'il caracole sous le feu ennemi et qu'il se prend jamais, qu'il se prend jamais un pruneau dans le half-track. Il est passé près en Russie plusieurs fois. Plusieurs fois en Union soviétique, il est passé assez près d'un accident très très grave. Il a beaucoup de sang-froid, c'est un type qui n'a pas peur, c'est incontestablement, c'est un soldat de métier. La mort lui fait pas peur. Tous ces types-là ont été éduqués comme ça. La mort la plus glorieuse, celle qu'on doit désirer, c'est sur le champ de bataille. On a du mal à le comprendre aujourd'hui, mais à l'époque, les petits garçons sont élevés comme ça. En tout cas, dans ce milieu-là. Donc il en fait partie. C'est vrai qu'il caracole devant. Alors, il est pas de toutes les offensives. De temps en temps, il a pris la tête, c'est vrai, mais en général, il est plutôt derrière. Il est en rideau. Il va de l'un à l'autre. Il va d'un PC à un autre PC. Mais dans un combat extrêmement fluide, où on ne sait plus où est l'avant, où on ne sait plus l'arrière, il y a sans arrêt des mauvaises rencontres. Plusieurs fois, il rencontre des groupes de Français, mais qui visiblement ne vont pas réagir, parce qu'ils sont moralement battus. Avec les Soviétiques, ça ne se passera pas aussi bien, parce qu'il y aura toujours un officier politique pour donner l'ordre aux hommes de commencer à tirer. On annoncera même sa mort en Union soviétique. Donc c'est vrai, il prend les risques, et il reprend ce vieux concept de la cavalerie. Ça se mène de l'avant. La bataille, ça se mène de l'avant. Ce qui ne va pas du tout de soi chez les Alliés, par exemple. C'est pas quelque chose qui est valorisé, par exemple, chez les Britanniques. Dans la carrière de Guderian, en tant que vraiment militaire, commandant directement au feu des troupes, il y a deux moments qui paraissent radicalement opposés, qui sont son triomphe en France, et puis le fait que, bien que s'approchant de Moscou, où il a participé à l'échec final qui a été Barbarossa. Et ça, il en a eu conscience lui-même, puisque lorsqu'il écrit ses souvenirs, il met en scène l'idée qu'il était tout à fait opposé au plan Barbarossa, qu'il ne voulait pas, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et là, il maquille, en fait, ce qui est son propre aveuglement, parce qu'en fait, comme les autres, il y a cru, et comme les autres, il a pensé que les mêmes recettes qui avaient marché en France marcheraient dans un espace 3 fois plus grand, avec des conditions totalement différentes. Il a joué le jeu de même que Halder, qui est quand même un grand responsable de l'échec de Barbarossa, au fond, plus qu'Hitler, à part qu'Hitler a donné l'ordre initial, bien évidemment. Mais enfin, dans l'exécution, tous ces hommes poussent leur outil jusqu'au bout, avec cette certitude qu'en face, ils ont une telle perte que c'est pas possible. Ils vivent avec l'idée de l'armée russe de 14. On pousse, ils vont craquer. Et le Slave étant inférieur, une fois qu'il a craqué, une fois que le doute est dans son esprit, il ne s'en remettra pas. Ça va être le grand sauf qui peut. D'autant plus qu'ils sont persuadés que le régime stalinien n'a pas de base sociale. Encore une erreur colossale, partagée par la terre entière à l'époque d'ailleurs. Donc c'est vrai que en Union soviétique, ce qui lui réussit en France est probablement contre-productif. Par exemple, il ignore les ordres de von Kluge, le commandant de la 4e armée. Il les ignore, mais souverainement. Là où on lui demande d'avancer jusqu'au Dniepr et de rien tenter, il traverse. Quand on lui demande après d'aller plutôt vers Smolensk pour fermer la poche, comme on lui avait demandé avant de plutôt aller à Minsk pour fermer la première poche, il envoie le minimum de troupes pour se mettre en règle avec ses supérieurs, mais le gros
de ses forces, il les envoie vers ce que lui estime être l'objectif, c'est Moscou. C'est comme ça que son groupe blindé va se retrouver absolument dispersé sur 350 km de front, avec des groupes de soviétiques qui circulent de tous les côtés, qui attaquent les convois. C'est une véritable pétaudière. Et il ne veut pas en convenir, il pense que la guerre, ça se mène comme ça. Donc il trouve des boucs émissaires. Les boucs émissaires, évidemment, ce sont les fantassins, qui ne foutent rien dans cette guerre. Il le dit à ses subordonnés. On est les seuls à se battre. Mais ça qui est, enfin, je veux dire, un combat culturel de très longue date. Déjà, ça fait très longtemps. Enfin, c'était toute la question des divisions Panzer. C'était de réussir à concentrer les Panzers ensemble plutôt qu'en donner un peu à des divisions d'infanterie. Et il y a toujours ce truc de les fantassins essayent de nous baiser et il faut garder les Panzers pour nous et c'est nous qui avons raison malgré tout le monde. Il y a juste un truc fondamental, c'est que cette problématique, elle existe parce que l'armée allemande, elle est mal fichue. C'est une armée duale, c'est une armée monstrueuse. Elle a 80% d'éléments qui vont à pied, comme en 14, avec le cheval ou les bottes des soldats. Et il y a 20% qui est motorisé. Lui, il est dans les 20% motorisés. Et il ne comprend pas qu'il y a un problème de fond qui est dramatique, c'est que derrière, ça ne peut pas suivre. Le fantassin ne peut pas encercler des centaines de milliers de soldats soviétiques et les réduire, et en même temps suivre les blindés. Donc ce hiatus, c'est quelque chose que les Allemands ne peuvent pas résoudre, ne résoudront jamais en 1941. Le résultat, c'est rappelons que Barbarossa, c'est 600 000 chevaux. On le répète pas souvent assez, mais l'armée allemande est une armée qui est à cheval pour la Seconde Guerre mondiale. À cheval et à pied. D'ailleurs, il n'y a que les Américains qui sont... Et le résultat, c'est que c'est vrai, les panzers vont tout faire et qu'ils vont tomber en ruine. Et dans Moscou, il n'y a plus rien. Avec un autre problème de fond qui est pas neuf, qu'on pouvait voir déjà chez Ludendorff en 1918, et Guderian en une incarnation parfaite, c'est ce combo brio tactique, myopie stratégique. C'est-à-dire des gens qui sont extraordinairement forts pour percer, pour contourner, pour trouver le point faible de la ligne adverse, pour mener des opérations et réussir ponctuellement des coups extraordinaires. Mais mis bout à bout, ces opérations brillantes ne donnent rien, ou donnent des situations inexploitables, voire mettent dans une situation pire qu'avant parce qu'on est encore plus loin de ses bases et que la logistique ne suit pas. Autrement dit, tactiquement, c'est prodigieux, mais stratégiquement, ça tombe dans le vide, où on fait tout ça pour rien et on se rend compte que on n'a plus d'essence, on n'a plus de chars, on a 350 km de front à tenir avec pas assez d'hommes. Et donc, quel était le but de tout ça ? En fait, on ne sait pas très bien. Mais il y a cette croyance que la tactique fera tout. Oui, c'était effectivement la fameuse phrase de Ludendorff au moment, quelques mois avant le déclenchement de Michael en mars 1918, ses subordonnés lui dit « Mais, monsieur le quartier-maître général, quel est l'objectif de l'opération Michael ?»« je n'ai pas d'objectif, on fait un trou, puis après on verra. » On a deux sources différentes là-dessus, de commandant d'armée, c'est dans les mémoires du Comte Prince. Clairement, on fait un trou, on verra après. Guderian, c'est un peu ça. Alors, je ne veux pas non plus trop simplifier, mais disons qu'il y a une dissonance majeure entre l'activité de cet homme qui, normalement, aurait dû être engagé dans un plan opérationnel un peu plus fin, avec un véritable objectif qui s'accorde aux objectifs des copains, et surtout avec un fil logistique qui continue à l'abreuver. Or, de ça, il ne s'occupe pas. Et c'est pareil, il jette la faute sur ses supérieurs. Mais c'est là que, il y a c'est la cohérence d'ensemble de la biographie. C'est que vous montrez bien que, en fait, c'est ça qu'on apprend à l'école de guerre allemande. On n'en apprend pas autre chose. Il n'y a pas de stratégie. Ouais. Il n'y a que de la tactique, c'est des super techniciens et puis c'est rien d'autre. Donc effectivement, 20 ans plus tard, ça fait des gens qui n'ont toujours pas de vision stratégique. Et c'est fascinant, quoi, parce que effectivement, il lance, c'est marrant, quoi. Il lance ses blindés sur des routes qui tombent en miettes, avec de la boue. Ils sont obligés d'attendre le gel pour essayer d'avancer un peu. Ils n'ont pas d'essence, tout le monde tombe malade, ils n'ont pas d'équipement contre le froid alors qu'il fait moins 30 la nuit. Et il écrit... je cite, « Tandis que la Luftwaffe est menée avec prévoyance, il règne chez nous un bâclage effrayant et une absence de but. » C'est quand même l'hôpital qui soude la charité à un point invraisemblable. C'est lui. C'est le bâclage effrayant et l'absence de but, c'est tout. Il en est l'incarnation, bien sûr. Et alors, j'ai utilisé le journal de Barcevich, le colonel Barcevich et son pilote personnel. Ce qui rapporte des soirées Guderian, c'est effrayant. Guderian, devant les jeunes officiers de son état-major, se permet, on est en pleine campagne à la vie, à la mort, il se permet de critiquer, de dire pique-pente de ses supérieurs. Dans aucune armée, je ne peux pas imaginer une chose pareille dans l'armée rouge, par exemple, c'est catastrophique.
D'abord parce qu'il y aurait une oreille bien intentionnée qui aurait tout rapporté au commissaire politique. Mais c'est pas le genre de choses qu'on fait. Lui, il déblatère. Il est insultant vis-à-vis de Kluge. Il ne se cache pas. Les autres ne foutent rien. Même ses collègues qui sont commandants de groupes Panzer comme Hoth, par exemple, qui commande le 2, eh bien Hoth, pour le 3, pardon, pour lui, Hoth ne fait pas le travail que lui abat. Cette espèce de surestimation permanente, d'hypertrophie du moi, de mégalomanie qui caractérise cet homme qui est quand même capable d'amener ses soldats jusqu'au bout, mais qui finalement rencontre la défaite, quoi. Et là, nerveusement, il s'effondre. Il s'effondre et puis il est aussi confronté à ce qu'il n'imaginait pas, c'est-à-dire des chars soviétiques, et d'abord des soviétiques qui se reprennent, et puis ensuite des chars soviétiques qui finit par admirer. Et alors ça c'est quand même paradoxal, quelqu'un qui a commencé sur de la supériorité et de la division Panzer qu'il a élaborée, et du matériel allemand, et plus généralement de l'armée allemande, doit reconnaître au cours de la guerre que là, les soviétiques ont trouvé quelque chose qui fonctionne industriellement, tactiquement, techniquement. Comment ça se passe, ce rapport aux blindés russes ? Le T-34. Le fameux T-34, qui est effectivement un choc pour les Allemands, alors lui, il le découvre un peu tardivement. Il y a des officiers allemands qui l'ont découvert avant, mais ils n'ont pas le passé, parce qu'il a été quand même inspecteur général peu de temps avant responsable de la mécanisation en 39. Il a gardé énormément de contacts, donc lui, il a la possibilité, une fois qu'il a capturé quelques T-34, de faire venir une délégation d'officiers supérieurs des administrations de l'armement et d'ingénieurs. Il y a des gens de Porsche, des gens de MAN qui viennent le voir sur le front, et là, il leur montre, il dit, regardez ce bestiau, regardez la largeur des chenilles, regardez ce moteur en aluminium refroidi à l'air, Le pont incliné qui dévie les projectiles. Qui brûle du gasoil. Regardez ces plans inclinés qui augmentent trigonométriquement de 30% l'épaisseur du blindage. C'est d'ailleurs tellement bon qu'il dit, quand le type de MAN lui dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour contrer ça ? Il dit, faites le même. Et c'est étudié, hein. Il y a un T-34 allemand qui devait sortir, puis finalement, c'est pas possible. D'abord, parce qu'ils ne savent pas faire D'abord, ils savent pas très bien les suspensions Christie, c'est pas le truc des Allemands. Ensuite, ils ne maîtrisent pas la technologie du moteur en aluminium ultra léger au gasoil. Ils n'ont pas ça, ils ont un autre modèle. Donc finalement, ça va amener autre chose, ça va amener le Panther. Et par une autre filiation, ça amènera le Tigre. Mais donc, lui, il a une vista technologique, c'est incontestable. Alors, je serais plus réservé sur la tactique des Russes. Certes, il a fait une mauvaise rencontre. Il y a un de ses régiments qui se fait accrocher à Bzensk par un jeune colonel soviétique qui s'appelle Katoukov, qui d'ailleurs qu'à très peu de T-34, contrairement à ce que raconte Guderian, c'est essentiellement des vieux BT-7 et des T-26, et qui malmènent les Allemands. Parce que pour la première fois, les Russes font travailler en même temps leur infanterie, les Katyusha, la Léon de fusée, et les tanks. Ils font un peu d'interarmes. Au fond, c'est ce qui leur manque aux Soviétiques. C'est le b.a.-ba, hein, c'est les fondamentaux de l'art de la guerre. Ils ont développé de superbes théories en matière d'art opératif qui les mettent en avance intellectuellement, mais sur le terrain, c'est très pauvre. C'est une armée qui a énormément de lacunes. Donc il les voit progresser, mais il est persuadé qu'il est quand même 100 coups de au-dessus. Et honnêtement, c'est vrai, c'est largement vrai, jusqu'à la fin 42. Les Soviétiques restent en dehors, ils ont un mal fou à coordonner leurs offensives. Ne me lancez pas sur l'armée rouge. On revient à des choses du côté de l'armée allemande et des choses plus sombres et sinistres. C'est pas quelque chose dont il se vante dans ses souvenirs, mais il a assumé la violence nazie de cette campagne, qui est une pensée, on le sait, hein, et vous l'avez montré dans votre livre également, mais c'est quelque chose qui est bien connu, qui est une campagne d'anéantissement. C'est quelque chose qu'il a assumé sans sourciller. Oui, il a endossé l'ordre des commissaires, il a menti effrontément, il a fait mentir son fils, et un Nuremberg aussi, hein, qui jurera ses grands dieux que jamais cet ordre n'a été donné, et que s'il a été donné, il n'a pas été transmis. C'est faux. Les historiens allemands, Félix Römer a démontré magnifiquement que il a fait exécuter des dizaines et des dizaines, pas en près de 200 commissaires politiques. Ça, c'est absolument incontestable. C'est vrai aussi qu'il a relativement adouci un des ordres
celui sur l'attitude à avoir face aux civils. En gros, les maximalistes disaient tout soldat allemand bute qui y veut. Un regard de travers d'une femme soviétique, une balle dans la tête, on va pas en faire une histoire, on va pas convoquer le tribunal militaire pour ça. Ça, c'est un des ordres criminels donnés par les nazis. Guderian introduit un bémol, mais pas du tout par humanité. Hein. C'est simplement parce qu'il a peur que la discipline se dissolve. Il ne faut pas qu'on commence à tuer dans tous les sens. On doit faire la guerre, on doit vaincre l'ennemi. Donc il met un bémol, et en fait, il n'y a qu'à partir du rang de capitaine qu'on a le droit de tenir, de procéder à des exécutions sommaires. Donc ça va réduire le nombre de personnes dans une division qui sont capables, tout en restant dans les ordres du chef, d'exécuter. Mais pour le reste, il traite aussi mal les prisonniers soviétiques. À Orel, là aussi, il ment à Nuremberg de façon éhontée. À Orel, il y a une famine effroyable. Pour mettre ces hommes à l'abri, ils jettent dehors que des femmes, des enfants et des vieillards. Les cas de cannibalisme sont déjà... On a tous les rapports des Einsatzgruppen, parce qu'il y a un Einsatzgruppen aussi, qui est à Orel. Il est suivi par un Einsatzgruppen, qui liquide des dizaines de milliers de juifs. Comment peut-il ne pas savoir ce qui se passe sur ses arrières ? L'Einsatzgruppen, il est deux rues plus loin en Orel, de son état-major. Il les voit pratiquement tous les jours. Et évidemment, comme tout, il sait tout. Ses officiers lui ont rappelé, il sait qu'on liquide les Juifs par dizaines de milliers. Il sait que les prisonniers soviétiques meurent comme des mouches par centaines de milliers. Il sait qu'on exécute dans les asiles d'aliénés, qu'on tue tout ce qui n'est pas dans la norme nazie. Il le sait, il l'assume. Il a une lettre à sa femme où il dit, au fond, fondamentalement, ce que nous a amené le Führer, c'est quand même sacrément bien. Il y a des anicroches, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est la fameuse formule de Georges Marchais s'appliquant à notre réalité. Il y a un bilan globalement positif du nazisme. Et ça culmine quand même, cette campagne de l'Est, vers un échec, qui est l'échec de cette marche vers Moscou, dont on marche forcé, où ensuite, il y a un moment où ça n'a vraiment pas marché, donc il se rapatrie sur tout là, il essaye de marcher sur tout là, etc. Et puis il y a un moment où même un fou furieux, un fanatique étant, je le rappelle, mais je m'en suis rappelé en vous lisant, un mot totalement assumé par les nazis qui est partout dans leurs ordres. C'est une qualité majeure. C'est une qualité majeure d'être fanatique, mais même un fanatique comme lui, il y a un moment où il s'aperçoit qu'en fait il est en train de mener son armée au désastre absolu, et c'est là le moment de la rupture, donc fin 41, début 42. 26 décembre. En fait, il sonne une retraite dont il ne parle à personne, contre les ordres absolument explicites de tous ses supérieurs et d'Hitler en personne. Il y a un moment où même lui, c'est plus possible, et où il fait battre en retraite, et c'est le moment de la fin, c'est le moment de la disgrâce, en tout cas, pour lui, toute temporaire, mais quand même. Ce qui prouve que malgré tout, il reste un grand professionnel de la guerre, et que lorsque les fondamentaux du commandement ne sont plus assurés, par exemple lorsqu'on retire à un général d'armée, et il en commande 2 à l'époque, le droit de déplacer un bataillon, et qu'on l'oblige à prévenir par télégramme au moins 24 heures à l'avant de tout mouvement de troupes, il s'insurge, ça n'est pas possible de continuer dans ces conditions. Oui, c'est le moment, rappelons-le, Hitler dit qu'il faut tenir à tout prix, que plus un pouce de terrain doit être cédé, qu'un soldat allemand doit se faire tuer sur place plutôt que de céder un pouce, ce qui n'a aucune logique militaire à ce moment-là. Donc en gros, Guderian veut retrouver son autonomie, quitte à se brouiller avec son maître. Oui, absolument. Sans arrêt, il y a toujours une expression qui revient, c'est « Freiheit des Handels », la liberté de faire, la liberté de gérer son armée de façon à éviter son anéantissement. Et ça, il se bat pour ça, mais en même temps, il voit bien le désastre dans lequel il s'est mis. Et dans les lettres à sa femme, on voit que c'est un homme qui est en train de dévisser psychologiquement de façon très sérieuse. Et c'est vrai qu'il ne tient plus au courant ses supérieurs des mouvements. Il leur raconte des histoires et qui se fait prendre la main dans le sac par von Kluge. Von Kluge demande son limogeage par Hitler. Hitler le donne tout de suite parce qu'évidemment, on n'a plus besoin de gars qui continuent à opérieren, c'est-à-dire à déplacer selon leur propre conception. Hein. C'est quand même un type qui est persuadé qu'il a toujours raison. Lui, il voit clairement.
Mais... Avec des limites. Pour autant, vous écrivez, je cite, « En termes plus crus, disons qu'il, donc Hitler, n'a pas besoin d'un enfant gâté de la Blitzkrieg qui flanche à la première campagne difficile. Sa bienveillance toutefois lui demeure acquise. » Oui, absolument. Hitler lui en veut pas. Il le vire comme il a viré tous les autres. Tous les chefs de l'opération Barbarossa sont remerciés. Certains très très violemment. Je pense à Höppner, qui perd tout, qui perd même son droit à pension. Guderian s'en va avec de bonnes paroles. En plus, il est très malade. C'est un facteur important dans sa biographie, c'est que ces 6 mois de campagne, probablement la campagne la plus violente de toutes les histoires, ces 6 mois de campagne ont mis l'encadrement âgé de la Wehrmacht à genoux. Il a des problèmes cardiaques pas possibles, il a le dos littéralement cassé parce qu'il est toujours sur ses half-tracks ou dans des avions, se posant dans des endroits. Physiquement, c'est une loque. Il rentre chez lui et là, il s'effondre. Il s'effondre psychologiquement et physiquement. Mais, donc Hitler lui trouve pas d'emploi et va le laisser toute l'année 42 tourner à vide, essayer de se refaire une santé. Avec un petit intermède assez révélateur malgré tout, qui est cet intermède immobilier, où tout d'un coup c'est recherche appartement ou maison sur le front de l'Est, et donc il veut son domaine en terre slave germanisée pour renouer avec ses ancêtres et puis pour marquer de son empreinte. Les Guderian retrouveront leur berceau familial, etc. Et en faisant le difficile, parce que comme il a quand même cette relation privilégiée avec Hitler, en gros il refuse tout ce qu'on lui propose en disant c'est pas assez grand, il n'y a pas assez de salle de bain, il n'y a pas assez de pièces, il n'y a pas assez de ceci, de cela. Et en gros il est l'enfant gâté par excellence de ces généraux nazis qui ont évidemment spolié les populations locales, et donc il se fait offrir un domaine, et très bizarrement à un moment où c'est plus tout à fait réaliste. Là encore, si on n'a pas cette myopie stratégique qu'il partage avec beaucoup de gens, est-ce que c'est vraiment un bon investissement, une propriété pas loin de la Vistule, fin 43, pas mal de gens pourraient avoir des doutes. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un épisode, j'ai beaucoup insisté sur cet épisode, d'abord parce qu'il est très bien documenté. On a GOBAMA, j'ai trouvé toutes les protocoles de l'ASS, les lettres de Himmler, enfin il y a vraiment tout sur cette histoire qui époustoufle un peu même les SS en se disant mais bon sang, il est culotté Guderian et Madame. Parce que Madame aussi, vous dites bien qu'une bonne apparence culturelle, elle veut des choses... Donc on leur propose des choses, mais ils vont eux-mêmes avec leur petite voiture et avec leur fils, un épisode, ils sillonnent la campagne polonaise. Donc imaginez, il y a des familles, il y a des familles polonaises qui sont là, ils rentrent dans les châteaux en uniforme. Est-ce qu'on peut visiter ? Bon, en général, on leur dit pas non. Et ils visitent des dizaines de biens, ils font une petite liste comme ça. Et puis, le jour où le Gauleiter Hanke essaye de conclure sur une précédente propriété qu'il avait proposée, il sort de son chapeau une liste en disant « Bah non, moi, je veux ça, je veux ça. » Et finalement, il va obtenir gain de cause. Il s'en est fallu de peu parce que j'ai quand même une lettre de Bormann où on voit qu'il commence un petit peu à courir sur le haricot du Führer. Ça commence à chauffer, mais il a bien gain de cause, il obtient un domaine absolument somptueux, quoi. Et il est de loin, ça c'est curieux, plus que les maréchaux, il est de loin le général avec lequel Hitler a été le plus généreux, quoi. Et c'est en cohérence avec son retour. Alors c'est un retour après Stalingrad, un moment qui est pas... Mais justement, c'est le moment où Hitler cherche des gens pour reprendre en main l'armée de terre. Alors d'abord, il lui redonne l'arme blindée, et puis ensuite, ça va... Mais bon, il lui donne, disons, un rôle organique pour essayer de repenser, réaméliorer cette arme blindée qui, je veux dire, ça s'effondre après Stalingrad, et puis on sait que les Anglo-Américains vont arriver. Et il a un rôle dans penser ce que peut être l'arme blindée pour la fin de la guerre. Alors ça va arriver vers des modèles de chars qui sont un peu iconiques, que vous avez mentionnés, le Tigre et le Panthère. Mais voilà, en gros, on lui redonne un peu la vision capacitaire pour ce que doit être l'arme blindée pour la fin de la guerre, avec, mine de rien, des moyens qui sont larges, mais qui sont quand même assez limités au vu des tendances générales de fond, quoi. Oui, alors l'outil est quand même... il y a ce que j'appelle le miracle des Panzers, mais dans lequel il est pour rien. Il faut qu'on se rende compte que toutes les décisions étaient prises en 1942 quand il est out.
toutes les décisions, notamment en matière industrielle, avec l'arrivée de Speer, parce que la grande rupture, elle est là. C'est Speer qui va totalement réorganiser l'outil industriel allemand, puis avant de prendre en main la totalité de l'économie, et qui va lancer les grands projets et donner la priorité à l'arme blindée qu'Hitler réclame à corps et à cri depuis au moins août 1941. Donc, quand il revient aux affaires comme inspecteur général des Panzertruppen, des troupes blindées, en mars 1943, le processus a été lancé. C'est-à-dire qu'il va hériter d'un très très bel outil. Son rôle, ça va être de faire en sorte que cet outil ne soit pas trop vite démoli. Comme il l'a vu en 1941. Donc de faire en sorte qu'on ne sacrifie pas, par exemple, la qualité des équipages. C'est toujours son vieux tropisme, la qualité des hommes d'abord. Donc son rôle, c'est ça. Mais je pense que sur le fond de son action, il a été guidé par essentiellement la vision d'Hitler qu'il partage, à savoir que cette guerre peut encore être gagnée, ou au moins arriver à un pacte, et que ça ne peut se faire que par l'offensive. Et cette offensive, elle ne peut être menée que par le seul modèle qu'ils connaissent, c'est-à-dire des corps Panzer. Donc il va continuer à systématiquement faire du lobbying auprès du Führer pour avoir le maximum de moyens à investir dans des divisions Panzer. Alors qu'il y a une autre vision à l'époque qui remonte du front et qui est défendue par un certain nombre d'officiers supérieurs, c'est il y a une autre solution, c'est d'épuiser les Alliés. Ils ont subi beaucoup de pertes. On peut essayer de mettre la zizanie dans leur camp. Donc on peut avoir une défensive active extrêmement virulente. Mais pour ça, il faut privilégier les besoins de l'infanterie. Et le débat va se cristalliser autour du fameux Sturmgeschütz, le canon d'assaut sur chenille, un machin avec un gros canon de 75, très bas sur pattes, magnifique engin appuyant l'infanterie, mais également capable de faire de l'antichar, que Guderian a tenté de mettre sous sa coupe, mais qu'il a perdu, et il va tout faire pour qu'on n'avantage pas le Sturmgeschütz. Donc c'est un combat d'arrière-garde, parce que de toute façon, à la fin de la guerre, on fabriqua plus de Sturmgeschütz que de Panzer. Mais c'est extraordinaire parce que ça veut dire que c'est quand même lui comme Hitler sont incapables de sortir de l'illusion que la campagne de France en 1940 était la manière nazie de gagner la guerre et que ça remarcherait alors qu'on est sur la défensive à 1 contre 5. Les Ardennes, on essaye de refaire le coup de Sedan. Alors que bon, et ça sert plus à rien. On voit bien que stratégiquement, ça n'a plus le moindre sens, c'est totalement absurde, alors qu'il n'y a même plus. Parce qu'un des prérequis quand même de la façon de se battre de 40, c'est d'avoir une Luftwaffe puissante. Il n'y a plus de Luftwaffe à l'époque. Il n'y a plus de Luftwaffe. Donc c'est l'homme, alors il y a peut-être une question qui va venir sur son rôle comme chef de l'état-major général, après le complot, peut-être la charrue avant les bœufs, mais en continuant à ne pas voir ces réalités stratégiques, ça c'est ce que je dis est quand même grave pour sa mémoire, il est un des responsables du véritable bain de sang que connaît la Wehrmacht dans les 8 derniers mois de la guerre, puisque c'est quasiment la moitié des pertes de toute la guerre qui sont prises là. C'est 7 à 8 000 morts par jour dans les rangs allemands jusqu'à l'extrême fin de la guerre. Et là, ça ne lui pose pas de problème, visiblement. Et des gens de plus en plus jeunes et de plus en plus vieux. Justement, il faut peut-être dire juste un mot donc du complot de juillet 1944, où c'est intéressant parce qu'il est au courant, il ne participe pas. Il sait depuis un an. Ouais, mais il est là pour tirer les marrons du feu, puisque ça va lui permettre de devenir chef de l'état-major général. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce rôle un peu interlope pour... Un rôle interlope, il s'est mis en tort, parce que... moi, ce qui m'a frappé, c'est la chance qu'il a eue. C'est incroyable. J'ai passé en vue tous les gens qu'il a rencontrés, qui étaient dans la résistance allemande. Bon, les plus connus, c'était évidemment... des gens comme Karl Goerdeler, mais c'était aussi von Tresckow, le général von Tresckow. Donc il a vu des gens très haut placés dans le... Mais il y a déjà un truc fondamentalement qui gêne dans la résistance, c'est que la figure centrale de la résistance militaire, c'est l'homme qu'il déteste le plus au monde, c'est Beck. Le vieux Beck qui a été écarté en 1938 par Hitler et qui l'accusait de l'avoir empêché de développer les premières divisions de Panzer. Et après, ce sera l'entrée en liste de son deuxième cauchemar, ce sera von Kluge,
qu'on lui vendra aussi comme un des chefs potentiels d'une révolte contre Hitler. Donc déjà, toutes les inimitiés qui traînent derrière lui, ça va l'empêcher d'adhérer. Je pense aussi qu'il n'est pas absolument et catégoriquement opposé à l'élimination physique d'Hitler. Ça, c'est vraiment quelque chose... il reste très attaché, incontestablement, à Hitler. Mais il y a aussi... Ceci dit, s'il disparaissait et que ça libère les possibilités pour une Allemagne gagnant la guerre, ça ne l'empêcherait pas de dormir non plus. Pas de problème. Ça ne lui pose aucun problème, puisque de toute façon, il pense qu'il ferait probablement maintenir la même politique. Parce que les fondamentaux du nazisme sont sains. Ça, c'est quelque chose dont il ne se départira jamais. À part le bémol des camps de concentration, des camps d'extermination. Mais quel système n'a pas ses défauts, messieurs? Vous en conviendrez. C'est vraiment le discours qu'il tient et qu'il écrit d'ailleurs après la guerre. Donc, il a effectivement une attitude extrêmement ambiguë et interlope. Il sait ce qui va se passer. Il se défile, il va se planquer dans son domaine le jour où ça va se passer parce que la veille, on est venu le prévenir. Et puis, le fait qu'il ne soit pas à Berlin, c'est formidable parce que ça le dédouane auprès d'Hitler qui va l'appeler pour lui donner la dernière grande mission de sa carrière. Il le bombarde le lendemain de l'attentat du 20 juillet 1944, le 21, il le bombarde, chef d'état-major de l'armée de terre, le poste von Moltke, le rêve de tout soldat allemand, il est au sommet. Sauf qu'il est dans les pires conditions et que de ce pouvoir, il ne pourra strictement rien faire puisque toutes ces initiatives sont rencontrées par Hitler. Il n'aura gain de cause sur aucune de ces demandes, que ce soit l'évacuation de la Courlande, que ce soit la priorité donnée à la défense du front sur la Vistule et l'Oder, que ce soit ses préventions et ses doutes vis-à-vis des Ardennes, que ce soit in fine la priorité donnée à la défense de la Hongrie sur la défense du Reich. Surtout, Hitler ne tient aucun compte, absolument aucun compte de ses avis, alors que lui ne cesse de donner des gages de son profond attachement au nazisme publiquement. Il tient des discours, il va haranguer des jeunes de 13, 14, 15 ans en citant l'exemple leurs camarades morts au combat devant les chars soviétiques. Donc il envoie toute une jeunesse au feu. Il a lui-même ses deux fils sous les drapeaux à l'époque. C'est quand même des gestes vachement graves, quoi. Il s'adresse à des gamins, à des vieillards. Il soutient toutes les initiatives finales. Il a les meilleurs rapports avec la SS, les meilleurs... D'ailleurs, j'ai toujours un petit doute, je vais juste en dire deux mots. Meilleur rapport avec la SS, il a tellement eu de chance pendant le complot du 20 juillet 1944 où aucun des conjurés ne l'a dénoncé, où ils se sont suicidés avant, où la Gestapo n'a pas posé les bonnes questions, que je me pose des questions sur l'attitude d'Himmler. Vraiment, je me pose des questions. Je ne pense pas que ça aura jamais la moindre réponse, mais est-ce que Himmler l'aurait pas protégé d'une certaine façon protégé Guderian pour pouvoir avoir un allié dans la place? Je ne sais pas, mais ça me paraît tellement fou, le fait que personne n'ait jamais dit à la Gestapo... Il savait, Guderian, je l'ai rencontré dans son bureau 3 fois, voilà les dates, voilà mes carnets, qu'elle ait interrogé tout ce petit monde, que rien n'ait transpiré, c'est quand même assez étonnant. Mais bon, là, c'est qu'une hypothèse. Et enfin, pour terminer, peut-être, il faut... Bon, il y a le désastre, etc., mais comment est-ce qu'il ne s'est pas fait exécuter à Nuremberg? Comment est-ce que... Ou par les Polonais. Ou par les Polonais, mais par quel miracle est-ce que ce mec, qui était quand même là tout le temps, il n'était pas dans les camps de concentration, il n'était pas loin. Comment est-ce que il vit, il écrit ses souvenirs, il marque d'ailleurs, c'est toute une partie sur laquelle on n'a pas le temps d'entrer, mais il marque à beaucoup d'égards la postérité, en tout cas la compréhension qu'on a d'un certain nombre d'épisodes parce qu'il a écrit ses souvenirs et qu'ils ont été bien diffusés, quoi. Voilà, par quel miracle est-ce qu'il ne se fait pas trouver la peau comme un paquet d'autres qui étaient ni plus ni moins coupables que lui? Alors c'est un miracle, beaucoup d'autres pas moins. Un miracle qui tient au choix des alliés, en fait, parce que clairement, les Américains, parce que c'est une initiative américaine, ont incriminé l'OKW, c'est-à-dire le Haut Commandement de la Wehrmacht, et Jodl et Keitel, comme principaux conseillers du Führer et comme ayant préparé la guerre d'agression. C'est vraiment l'obsession des Américains, pas de châtier trop les crimes, c'est de punir les responsables de la guerre d'agression et du complot contre la paix.
c'est le complot contre la paix qui est chassé à Nuremberg. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas les crimes contre l'humanité. C'est le complot contre la paix. Donc l'OKW est incriminé et l'OKH, donc le haut commandement de l'armée de terre, dont Guderian a été l'avant-dernier chef, il y a un début de procès, puis il laisse tomber la charge. Donc il est du bon côté, il est du côté OKH, donc il n'est pas du côté OKW. Les gens de l'OKW vont plus souffrir que lui. Parmi ces alter ego de l'armée de terre, il y avait des gens comme Hoth ou Reinhardt, qui étaient à peu près au même rang que lui jusqu'en 1944. Eux vont être inquiétés, eux vont écoper de 15 ans, et pas lui. Donc je ne dirais pas que c'est pourquoi il n'a pas été exécuté, mais pourquoi il n'a pas été en tôle pendant 15 ans. Ça, je crois que c'est la bonne question. Eh bien, d'abord, c'est parce qu'il n'est resté que 6 mois sur le front soviétique. Les deux autres sont restés jusqu'en 1944 et Reinhardt jusqu'en 1945, qu'ils ont commis d'autres crimes de guerre en 1942. Lui, il n'est plus là. Et d'autre part, il ne laisse pas d'écrits, Guderian. Guderian, c'est un homme qui va voir les gens et qui les convainc. Hoth, il laisse des écrits qui l'accablent à Nuremberg. Reinhardt, il laisse des écrits qui l'accablent. Donc, il joue là-dessus. Il n'a rien laissé. Et puis, encore une fois, mettez-vous à la place quand même des juges. Il y a 80 kilomètres de rayonnage couverts de dossiers. Aucun être humain ne peut instruire un procès qui est complètement démentiel. Donc les Américains refusent tout élargissement. Et quand les Polonais, notamment, viennent les voir en disant « Mais la destruction complète de Varsovie, les 200 000 morts, il faut les mettre à l'ordre du jour. » Ah ben non, ça ce sera l'objet d'un procès ultérieur. Et c'est ça qu'il sauve. C'est ça qu'il sauve, c'est que... Parce que Varsovie, il était là. À Varsovie, il était là. Il commande l'armée de terre. L'armée de terre a commis son lot d'atrocités. Elle a participé à la destruction de la ville. C'est incontestable. J'ai retrouvé la partie du journal de Hans Frank, le Gauleiter du gouvernement général, qui est accablant pour Guderian. Guderian est un peu plus dur que lui vis-à-vis des Polonais. Après, évidemment, tout ça, ils veulent l'oublier. Donc, les Polonais n'ont pas réussi à obtenir des Américains, et ils n'ont pas été appuyés par les Soviétiques, d'ailleurs, de mettre leur cas particulier en avant. Donc, finalement, il est passé entre les gouttes parce que les Américains ont voulu que le procès soit dirigé dans cette direction et pas dans la sienne, et qu'il n'a pas laissé de traces. C'est comme ça. Il n'est pas le seul à être passé à travers. Enfin, lui, il était connu. Voilà, comme Rommel et beaucoup d'autres, il deviendra cette figure admirée, commentée, en particulier dans le monde anglo-américain à l'époque de la guerre froide, parce que finalement, il semblerait aussi avoir donné des recettes qui peuvent être réutilisées, jusqu'à, du moins, ce qu'on travaille pour défaire un peu les mythes. Et du coup, c'est pour ça qu'on est très très heureux de lire votre biographie qui permet de remettre en cause ce qu'il a pu raconter, les images qui ont été attachées à lui. Merci beaucoup, Jean Lopez. Merci. Vraiment, je le dis, je le répète, c'est un très grand plaisir de lecture. En plus d'apprendre énormément, je veux dire, on s'attendrait pas à ce qu'un truc avec autant de mouvements de troupes et d'acronymes etc. Mais en fait, pour moi, alors après, je suis un peu biaisé, mais c'était un peu un page turner. Merci infiniment. Donc, pour ce Guderian, le maître des Panzers, paru il y a quelques jours chez Perrin. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail, sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, où les épisodes sont désormais en vidéo. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.